Allez, ici, nous ne sommes pas dans une position délicate, nous sommes plutôt dans une position très favorable pour recevoir pour vous donc deux invités pour parler politique. Marcel, ça va être le grand menu pour cette première heure. Bien sûr, nous parlerons de la proposition de loi qui porte modification de la révision de la Constitution. Nous parlerons également de cette réunion entre le chef de l'État et des groupes parlementaires. Et si vous le souhaitez bien, nous allons suivre rapidement cet entretien. C'est un extrait proposé par Osias Sounouvou après donc l'entretien eu avec le porteur de la proposition de loi modificative de la loi fondamentale, Hassan Seibou. Suivant, le temps pour nous d'installer nos invités. Et dans notre groupe, on a dit la décision de la Cour là, elle règle un pan du problème. Mais elle risque encore de reposer le problème à terme, c'est-à-dire on va régler le problème de l'égalité qui est évoqué au niveau des maires. Des maires, des députés, oui. Mais quand on va prendre le collège de tous ceux qui peuvent parrainer, le parrainage, il risque d'avoir encore un problème d'égalité entre les députés et les maires parce que parmi ceux qui doivent parrainer, où la Cour a dit que les députés en exercice aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais il y a le problème que certains ne seraient pas élus et d'autres n'auraient même pas été candidats. Par conséquent, si on finit ça, il y aura un autre recours pour dire, mais les députés là, il n'y a pas égalité entre les maires et les députés ou même entre les députés. Si nous faisons ce que la Cour a dit là simplement, le système demeure en entrave, comment vous dites, oui, par rapport au régime présidentiel que les réformes politiques ont conservé et consacré. Et le régime présidentiel que nous avons décidé dans ce pays depuis 1990, nous nous rappelons, c'était bien le pouvoir, un président fort, c'est-à-dire un pouvoir présidentiel fort, autour duquel tout le reste est organisé. Si vous organisez les présidentielles après les législatives, ça veut dire que quelques jours avant, vous aurez fait un vote fondamental qui va conditionner ou qui alors va créer des problèmes au président de la République qui peut arriver. C'est-à-dire aux élections de janvier 2026, par exemple, si ça se produisait, il est possible que les démocrates gagnent les présidentielles après et soient minoritaires à l'Assemblée. C'est tout à fait. Là, le président sera contraint à une cohabitation. Cohabitation conflictuelle. Et vous savez bien, toute cohabitation est conflictuelle et finit sur des dégénérescences qui parfois peuvent conduire à des coups d'État. Notre option nous contraint à chercher les solutions les plus efficaces qui permettent au président d'exercer son mandat et d'appliquer sa politique. Et de stabiliser les institutions. Et de stabiliser les institutions. Vous vous rendrez compte que le problème que la Cour nous demande de résoudre, oui, on peut le faire même demain matin, mais ce n'est pas... C'est partiel. C'est très partiel. C'est pour ça que dans mon groupe, nous avons dit, nous préférons qu'on gère les solutions de façon globale. Et aller de façon globale, c'est simplement de regarder les dates des élections, de bouger l'une par rapport à l'autre. C'est pour ça que nous disons, il vaut mieux que le président élu ait la possibilité d'organiser les élections et de se faire une majorité. C'est mieux que le système qui est là actuellement. Si nous reportons les élections législatives après les élections présidentielles, nous préservons le pays de tout ça. Dans ces conditions, il faut qu'on ait le courage de dire à M. le Président qu'il faut que son mandat là soit raccourci un peu. C'est-à-dire, au lieu que son mandat finisse en mai, selon mon schéma, ça va finir en mars. Ça veut dire qu'on va faire les élections en février et le nouveau président sera installé en mars et il pourra faire les élections en avril ou en mai pour que les députés soient installés en juin. Nous aurons préservé le souci du président de ne pas étaler, mais surtout de ne pas rentrer dans les saisons de pluie et garder l'objectif de la réforme de grouper les élections dans une période pour ne pas avoir trop de dépenses à faire et mettre le pays au travail. Le nouveau président, en plus, garde l'avantage de
d'organiser les élections et de chercher cette majorité, tous ces problèmes que je dis. C'est pour ça que pour moi, et pour l'analyse que mon groupe avait eu à faire, c'est qu'en reportant ces élections-là, c'est-à-dire les élections générales, législatives et communales, en les reportant après les présidentielles, nous réglons le problème de la décision de la Cour constitutionnelle sur le parrainage. Il serait complètement vidé. Il n'aurait même plus de sens. Parce qu'on aura des députés, des maires qui seront en exercice et cela évitera justement cette dissonance-là au niveau... Voilà, et nous aurons réglé la suite, par la suite, tous les autres problèmes. Instant politique sur ce plateau. Marcel Arrossi va recevoir deux invités. Les invités déjà installés. Le premier, il s'appelle Expérience TB. Il est le président du mouvement pour le mouvement populaire de libération MPL. Monsieur TB, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous serez en face de Madame Eudoxie Dakbe. Vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste, le Renouveau UPR. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Marcel, oui, nous aborderons bonjour, bienvenue deux volets. À vous tous. Permettez qu'on reparte également sur la rencontre entre le chef de l'État et les partis représentés à l'Assemblée nationale avant de revenir à ce sujet abordé par notre invité. Aux rencontres de la dernière fois, concertation organisée par le chef de l'État, que pensez-vous que le chef de l'État a pu bien dire aux partis politiques comme le vôtre? Oui, comme vous le savez, le chef de l'État a rencontré les trois partis politiques. Je vais parler de l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et également les démocrates. Alors, qu'est-ce qui a pu bien être dit entre le chef de l'État et les députés, bien évidemment, de l'Union progressiste, le Renouveau? Je pense que dans le compte rendu qui a été fait, il a été porté à la connaissance des militants et également de tous les Béninois que, à cet instant, le chef de l'État était clair sur son désintérêt total à faire un troisième mandat. Il a rappelé, martelé à plusieurs occasions, il a dit les points soulevés tout à l'heure par le député Alassane Seibou, je crois, qui viennent corriger et répondre. Alassane Seibou, voilà, qui viennent répondre justement, je vais dire, aux recommandations de la Cour constitutionnelle en dehors de ces points évoqués. Il ne saurait vraiment être impliqué dans toute autre correction d'une disposition qui remet en cause le nombre de mandats stipulés dans la Constitution. D'accord. Monsieur Tébé, vous, de loin, est-ce que vous pouvez rappeler comment est-ce que vous avez apprécié cette démarche du chef de l'État qui se dit être désormais prêt à travailler pour l'inclusion totale, surtout sur toutes les questions qui engagent la vie de la nation? Et merci, M. Arrossi. Traduit du moins cette rencontre du chef de l'État avec les groupes parlementaires représentés à l'Assemblée comme une démarche d'inclusion totale, je ne pense pas. Parce que le peuple béninois, certes, est représenté par 709 députés à l'Assemblée nationale, mais au-delà de ça, lorsqu'il s'agit de questions comme celles que aujourd'hui l'actualité agite, je pense qu'on doit aller au-delà de ça. Tous les partis politiques ne sont pas à l'Assemblée nationale. Également, la société civile, vous savez quel rôle elle joue dans le maintien et l'éveil de notre démocratie. Bien d'autres corps socio-professionnels qui ne sont pas représentés au niveau de ces députés. Et donc, s'il s'agit de questions comme celles que l'actualité agite aujourd'hui, je pense que le chef de l'État doit aller un peu plus loin que ce qui a été fait. Bon, au demeurant, nous avons apprécié la démarche et c'est un pas vers l'ouverture d'un dialogue sur les questions qui touchent à l'état de la nation. La suite, c'est que vous avez vu, les députés du parti Les Démocrates n'ont pas pu donner une position concernant l'opposition face aux questions soulevées, parce que il est indispensable pour nous de nous concerter au niveau de l'opposition. Vous avez vu la réponse donnée par le président du groupe parlementaire Les Démocrates. Il ne peut pas aller donner sa position personnelle, encore moins même celle de son parti, parce qu'il sait que
les démocrates, 28 députés à l'Assemblée, c'est toute la grande majorité silencieuse du peuple béninois qui n'est pas d'accord avec la gouvernance Talon, mais qui n'est pas à l'Assemblée, c'est eux qui le représentent. Et avant de donner tout point de vue concernant des questions aussi pointues, il sait qu'il doit recueillir l'avis de tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs, je vous l'ai annoncé tantôt, aujourd'hui dans la journée, les partis politiques, tous les partis politiques de l'opposition se concerteront et donneront la réponse à une suite aux questions soulevées. Nous avons appris du compte rendu donné par le parti Les Démocrates juste à la sortie de cette concertation avec le chef de l'État que le président Patrice Talon n'envisage aucune révision constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Mais révision, il y aura quand même. Comment appréciez-vous cela? Nous avons eu une première proposition venant d'un député de la majorité. Ça, c'est l'un des points qui rend stupéfait tout le peuple béninois, je vais dire, enfin, à part cette majorité parlementaire qui est à la manœuvre. Parce que, vous savez, tout est parti de la décision de la Cour constitutionnelle du 4 janvier demandant de corriger le code électoral. Jusqu'à ce niveau, rien n'implique la Constitution qui a été déjà révisée en novembre 2019 par la même majorité parlementaire. Mais, et je peux vous dire aussi, même vendredi, pas plus tard que vendredi dernier, j'étais sur un plateau avec un cadre, membre du bureau politique de l'UPR, qui s'est dit n'être au courant d'aucune révision en préparation. Fortuitement, quelques heures après, dans cette soirée du vendredi, on apprend qu'il y a un projet de révision de constitution déposé à l'Assemblée. Je pense que la majorité parlementaire elle-même doit se poser des questions si, et dans une démarche vraiment honnête, dans une démarche dépourvue de toute suspicion, pour répondre à la préoccupation de la Cour constitutionnelle, ils savent très bien qu'on n'a pas besoin d'aller toucher forcément la Constitution. Ils ne le disent pas explicitement au départ, mais avec des manœuvres, comment je vais dire, tendancieuses, arrive à révéler qu'un projet de révision se dépose et se met à l'ordre du jour. La question du troisième mandat, en principe, est évacuée et nul n'en parle. Nous savons que depuis la dernière révision, le président Talon n'est plus éligible à diriger le pays pour un autre mandat. Ça, personne n'en parle. Et justement, à ce niveau, il se situe dans ce projet de révision dont parle le député Hassan Seibou, qu'on va encore retoucher à l'article 44 qui a été déjà clair sur cette question. Bref, je pense que la démarche est suspicieuse et mérite d'être regardée un peu plus de loin. Et je voudrais demander très vraiment, respectueusement à toute cette majorité parlementaire d'entrer en eux-mêmes et de savoir qu'il n'est pas du tout prudent en ce moment, compte tenu de ce qui se passe dans la sous-région, dans le monde, de toucher avec des questions aussi sensibles, de jouer à cette manipulation parce que nous avons tous, eux et nous avons tous à préserver cette démocratie chèrement acquise. Alors, Madame Eudoxie Dakbe, c'est vrai que vous êtes membre du bureau politique de l'UPR. Ce n'est pas votre parti qui a introduit la proposition de révision de la Constitution. La Cour demande la relecture du code électoral. Pourquoi laisser le code électoral et introduire une proposition de loi visant à réviser la Constitution béninoise? D'entrée, je voudrais quand même demander si j'aurai le même temps de parole que mon vis-à-vis. Allez-y, ne vous en faites pas. Pour essayer de répondre quand même à un certain nombre de ces préoccupations qui rejoignent totalement toute la question que vous avez posée tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce que nous devons aller à la révision de la Constitution aujourd'hui, alors qu'on peut juste s'arrêter à la relecture du code électoral? Eh bien, nous sommes conscients de ce qu'en allant juste à la relecture du code électoral, nous ne réglons pas de façon définitive les problèmes soulevés par la Cour constitutionnelle. Le premier problème soulevé par la Cour constitutionnelle, c'est bien l'erreur matérielle. Ou, quand on prend notre Constitution, au niveau de l'article, je pense, 42, il est bien prescrit à ce niveau que, en cas d'annulation du scrutin par la Cour constitutionnelle, l'article 44. L'article 44, c'est ça.
l'article 44, eh bien, en cas d'annulation du scrutin, eh bien, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de, je crois, 14 jours pour reprendre le scrutin. Et au niveau de l'article 142 de notre code électoral, eh bien, il est bien écrit à ce niveau que c'est 5 jours. Donc, il y a une discordance au niveau des dates. Maintenant, pour ce qui concerne le deuxième élément fondamental, la rupture d'égalité en fait, où désormais, il est souhaité que les élus, notamment les maires, parce que la Cour constitutionnelle a bien parlé uniquement des maires, il faut que les maires soient mis sur les mêmes pieds d'égalité. Quand nous allons visiter un peu la Constitution, on dit que les maires doivent être, les élections doivent se dérouler, je pense, deuxième dimanche du mois de janvier. De l'année électorale. Et donc, installé deuxième dimanche du mois de février. Or, la déclaration de candidature, en fait, doit être présentée 50 jours avant la date fixée pour la campagne. Tout calcul fait, on se retrouve, je crois, au 5 février. Ce qui suppose que quoi? Les maires, nous aurons 2 générations de maires, en fait, qui donneront le parrainage. Et ce qui pose un problème de légitimité, parce que des maires, des élus dont le mandat serait déjà échu, et peut-être qu'ils ne seront plus candidats, parce qu'ils n'ont pas été installés par le préfet avant la date du 5, seront en droit de donner le parrainage à un candidat. Vous voyez que ça pose un problème de légitimité politique, de légalité constitutionnelle, et même, je vais dire que ça crée des problèmes de frustration. Donc, ces 2 générations, en fait, ne permettent pas pour autant aux élus de se sentir vraiment en confiance vis-à-vis de leur parti politique. Mais c'est vrai que c'est le cas que pose la Cour constitutionnelle. Les réflexions étaient poussées un peu plus loin. Et on a constaté que le même problème se pose aussi au niveau des députés. Parce que, qu'est-ce qui a été dit au niveau de la Constitution? Que les députés, les élections se passent le deuxième dimanche, voilà, du mois de janvier, et ils seront installés le deuxième dimanche, en fait, du mois de février. Je voudrais corriger pour les maires, c'est du premier dimanche au 3e dimanche. Ça fait du 1er au 15 février. Donc, ce qui veut dire que quoi? Qu'il y aura des maires, puisque toujours la déclaration de candidature sera présentée à la date du 5. Donc, nous n'aurons pas, ce ne sont pas les députés élus, parce qu'ils ne seront pas installés, qui donneront le parrainage, ce sont les députés dont le mandat sera échu. Et le danger de ça, c'est qu'il y aura encore des députés qui ne seront pas candidats, qui ne seront pas présentés, mais qui vont donner quand même leur parrainage. Vous voyez que ça pose véritablement un problème de légitimité. Je voudrais quand même éviter mon vis-à-vis, Monsieur Tébé, voilà, à ce que vraiment nous voyons en face le danger qui est là. Qu'on laisse nos intérêts égoïstes personnels à dire non, il ne faut pas qu'on aille à la révision. Les problèmes que je viens de soulever tout à l'heure, ce n'est pas des problèmes qui, si ils sont réglés, arrangent la mouvance ou l'opposition, parce qu'on ne sait même pas celui qui va gagner l'élection en 2026. Donc, pour corriger tout ça, à travers la proposition de loi du député du bloc républicain, il a été suggéré justement de revoir le calendrier de déroulement des élections. C'est pourquoi il parlait tantôt des élections présidentielles avant les élections communales et législatives. Puisque nous sommes dans un régime purement présidentiel et en conséquence, c'est que le président qui sera élu pour une meilleure cohabitation avec les députés et tout, et également avec les conseils et les conseillers communaux, doit pouvoir aller à cette chance-là d'aller à la quête de cette majorité. Je ne vais pas m'arrêter là, parce que ça donne maintenant la légitimité aux députés de la 9e législature qui sont là, de parrainer simplement ceux qui seront là. Et je peux vous dire que ça ne serait pas le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, qui va organiser justement les élections législatives, puisqu'il n'est plus candidat. Madame Dakpe, le travail, puisque vous êtes d'accord et convaincu définitivement qu'il faut forcément régler le problème avec la révision de la Constitution, le travail a-t-il été bâclé précédemment quand il s'est agi de réviser la loi fondamentale en 2019 ? Vous voulez parler des députés de la 8e législature? Je pense que je vais aller dans le même sens que le député Hassan Sebou qui dit, mais je reconnais que j'ai commis, en fait, une erreur a été commise. Mais l'erreur fatale, c'est que
cette erreur ne soit pas corrigée. Et c'est pour corriger justement cette erreur que je fais cette proposition de loi qui vient régler tout ce qui a été commis en tant comme erreur. Je pense qu'il a dit. Et je vais abonder juste dans le même sens que lui. Nous avons face de nous... Mais entre-temps, il y a quand même des citoyens béninois, si vous le permettez, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme. Oui, qui ont tiré sur la sonnette d'alarme, mais est-ce qu'entre-temps, ils se sont rapprochés de la Cour constitutionnelle comme l'a fait le citoyen Gbero Kodjo, dont le recours certes a été rejeté, mais quand même, la Cour a reconnu la pertinence de sa proposition. Est-ce que ça a été fait? Non. Donc, du coup, en l'état aujourd'hui, nous sommes face à un danger. Et quand on est face à un danger, le problème de ne pas savoir où est la source du danger, où se situe la source du danger, mais c'est plutôt de se demander comment est-ce que nous sortons du problème. Parce que en l'état actuel, à l'évidence, il faut se rendre compte, à moins qu'on refuse de voir la réalité en face, que nous sommes face à des enjeux où nous devons tout faire pour que les élections se déroulent de façon vraiment bien et mettre totalement le peuple en confiance. Monsieur Tébé, pensez-vous que la Cour constitutionnelle est toujours en erreur en demandant simplement d'aller modifier le code électoral? Non, aucune erreur. Et Madame Dakpe, si elle doit sortir de toutes ces démonstrations, de toutes ces préjudications, doit pouvoir reconnaître que la question soulevée par la Cour constitutionnelle peut être bel et bien réglée sans même aller toucher à la Constitution. Mais aller toucher à la Constitution n'est même pas le problème qui se pose aujourd'hui. Vous devez savoir, Madame Dakwe, que les Béninois, y compris vous, les militants de votre parti, sont foncièrement contre aller retoucher la Constitution parce que une frénésie s'est emparée de tout le monde. Parce que les raisons pour lesquelles on va toucher cette constitution ne sont pas si évidentes comme vous le dites. Si on sait qu'on peut corriger le code électoral et régler les questions, la question d'égalité entre les maires entrants et sortants, députés, si on sait qu'on peut régler cette question en jouant sur des délais du dépôt de dossier, en réglant le problème au niveau du code électoral, et que dans un premier temps, vous n'annoncez pas que la nécessité d'aller toucher à une constitution. Après, vous y touchez et vous allez retoucher des articles que vous aviez déjà corrigés, pensant remettre en confiance toujours le peuple. Vous convenez avec moi que vous avez augmenté la suspicion et aujourd'hui, le peuple ne veut même pas savoir quelle virgule on veut toucher de la Constitution. Mais on a peur. Parce que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous empressez de régler de cette façon, avec une telle urgence, une telle empathie aujourd'hui, vous avez envie d'aller retoucher à cette constitution, alors qu'il y a plein de problèmes qui assaillent le peuple et on ne vous voit pas courir autant. Vous n'avez pas pu, j'aurais aimé qu'à la sortie de ce plateau, Mme Dakpe nous explique les raisons pour lesquelles on a mis plus près de 1000 agents à une retraite d'office. Ça, le peuple se préoccupe de ça. Ça inquiète le peuple. Mais c'est aller retoucher à la Constitution que vous-même seul, sans contradiction, vous avez pu faire en novembre 2019. C'est ça le problème, c'est l'inquiétude, le manque de confiance. Votre démarche n'est pas rassurante. C'est ça le vrai problème. Et je peux vous dire, si les députés de l'opposition à l'Assemblée aujourd'hui, parce qu'ils tiennent à être collés avec l'aspiration de leur mandat, avec l'aspiration de la majeure partie du peuple, je peux vous souffler que vous avez toutes les chances de ne pas aboutir à votre dessein. Monsieur Tébé, moi j'aimerais bien rester avec vous. Je comprends votre méfiance, mais la question est de savoir, mais la Cour constitutionnelle demande une relecture du code électoral. Oui. Vous avez écouté les explications, je dirais même les démonstrations de Mme Dakpe. Elle a dit la réflexion a été poussée au-delà. La Cour constitutionnelle demande la relecture du code, mais on va directement à la révision de la Constitution. Selon vous, est-ce qu'il ne faut pas respecter ce que la Cour a dit, ou bien est-ce qu'il faut aller au-delà pour prémunir le peuple de tout danger, comme Mme Dakpe essayait de l'expliquer? Aucun danger. Et je l'ai dit tantôt,
Et je le redis, on peut bel et bien satisfaire aux injonctions de la Cour sans aller même toucher la Constitution. Et ça, plusieurs juristes de haut niveau l'ont dit, je ne suis pas le premier à être en train de vous le dire ici, même des députés de la majorité ont eu à le dire, je ne veux pas citer. On peut régler le problème posé par la Cour constitutionnelle sans même aller toucher à la Constitution. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, en allant, je ne veux pas tout de suite aller à des précisions par rapport à une éventuelle proposition ou du moins même à la position même qu'adoptera l'opposition, parce que on n'a pas fini de nous concerter et je ne voudrais pas avancer. Mais il y a beaucoup d'autres problèmes par rapport à ce code électoral, par exemple. L'opposition avait soulevé beaucoup de problèmes concernant les seuils d'attribution, de validation et d'attribution de sièges qui étaient à 10%, qui fait partie, même aux États-Unis, on n'a pas la validation des sièges n'a pas été poussée à un niveau aussi élevé. Notre démocratie qui est devenue aujourd'hui censitaire, où l'argent prime sur tout, le montant des cautions, qui n'est pas en adéquation en réalité avec le niveau de vie de nos populations. C'est des questions que l'opposition avait soulevées. Et bien d'autres, le financement des partis, etc. C'est des questions qui préoccupent la majeure partie des acteurs politiques, mais ça n'intéresse pas la majorité parlementaire, c'est plutôt aller toucher à la Constitution et inverser l'ordre des élections que eux-mêmes ils avaient établi. C'est là que naît la suspicion, les inquiétudes et les réserves. C'est simplement ce que je voudrais que Mme Dakwé reconnaisse. Vos perfets d'impatience de réagir? Oui, naturellement. Vous savez, les suspicions, les doutes et tout ce que tout ce dont il vient de parler sont tout à fait légitimes. Et c'est d'ailleurs pas le président du MPL qui me dira le contraire. Je ne sais pas si vous avez souvenance ici que le président du MPL a été accusé justement d'avoir violé les statuts de son parti. Mais à l'époque, je n'ai pas fini. On n'est pas là pour parler Non, je sais. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse, mais je pense qu'il était de bonne foi. Mais pourtant, il a été traité de tous les noms d'oiseaux. Pourtant, il a été critiqué. Pourtant, on a remis en cause totalement sa crédibilité. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et malheureusement, il se trouve dans cette position. Et en venant ici, je me suis dit certainement qu'il va comprendre. Parce que nous sommes face à une réalité. La question, je pense que jusque-là, je n'ai pas noté dans les propos de M. Tébé, en fait, que voilà, c'est une révision opportuniste. Il est conscient de ce qu'il y a des problèmes. Alors pourquoi n'allons pas à la révision pour régler le problème? Ça devient du coup... Mais pourquoi vous ne vous limitez pas à respecter ce que la Cour constitutionnelle dit, réviser le code électoral et ne pas toucher la Constitution? C'est même pas possible. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une erreur matérielle. Au niveau de l'article 44, on a parlé d'un délai de 14 jours. Au niveau de l'article 142, on a parlé d'un délai de 5 jours. Vous voulez qu'on fasse cette concordance? Madame Dakwé, pensez-vous que la Cour constitutionnelle se trompe? Je ne dis pas forcément que la Cour constitutionnelle se trompe. Elle n'a demandé que la modification du code électoral. Maintenant, vous allez demander aux sages pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas demandé d'aller justement vers la Constitution. Parce que, si vous à l'évidence, pas respecter ce que les sages disent en attendant de relancer. À l'évidence, c'est quasiment impossible aujourd'hui de respecter la décision de la Cour constitutionnelle sans aller... D'où la question de Marcel Arrossi. La Cour s'est-elle trompée? Non, je ne dis pas que la Cour s'est trompée. Peut-être vous allez vous rapprocher des sages. Pourquoi vous ne respectez pas sa décision? Vous allez vous rapprocher des sages de la Cour. Je dis pourquoi vous ne respectez pas sa décision? Je viens d'expliquer pourquoi. La Cour n'a demandé que la révision du code électoral. Du code électoral induit forcément la révision de la Constitution. Je l'ai démontré à maintes reprises ici. Et sans ça, nous aurons un éternel problème. C'est-à-dire, à chaque élection, il faut toujours répéter le même problème. Il faut toujours répéter le même problème. Je pense que l'opposition entend avait parlé d'un 3e mandat. Et puisque ça, le chef de l'État a donné toute son assurance, a réaffirmé sa bonne foi, d'autant plus que dans cette proposition de loi aujourd'hui, son mandat sera écouté. Juste parce qu'il a envie de régler un problème, le problème justement de bon déroulement des élections. Et il faut que vraiment nos amis opposants sachent que ce qui prime s'ils ont été mandatés pour être au Parlement, c'est pour régler les problèmes des populations. Il faut qu'on laisse de côté les intérêts personnels. Moi, je ne l'ai pas fait, d'autres ne le feront pas. On a dépassé cette étape. Et mieux, je voudrais rappeler que dans la proposition qui est faite actuellement
par le député Hassan Seibou. Hassan Seibou, je parviens justement. Oui. Il y a l'article relatif justement au nombre de mandats qui a été corsé. Vous savez que en Côte d'Ivoire, c'est pour des questions de et de où que justement ils sont allés à la guerre. Donc désormais, en temps on avait dit, en aucun cas, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats, c'est ça. Hein? Mais aujourd'hui, c'est dans tous les cas. Parce que justement, on ne vous souhaite pas que demain, ce détail-là soit exploité à d'autres fins. Oui, mais Madame Dakpe, en aucun cas, et dans tous les cas, ce sont des terminologies qui disent absolument la même chose, non? Non, ça ne dit pas exactement la même chose. Parce que c'est pour lever l'équivoque à ce niveau que désormais nous parlons dans tous les cas. Alors, ça voudrait dire quoi? Donc, l'ancienne formulation qui, de mon point de vue, ne posait pas problème et de la majorité de nos concitoyens toujours étaient méfiants par rapport à un 3e mandat, ça veut dire que vous leur donnez raison en retouchant alors cet article? Non, même pas. Si nous voulons profiter de ça, si le chef de l'État voulait profiter de ce détail en 2019, je pense qu'il avait cette occasion, cette opportunité justement de réviser ça, de pouvoir ne pas aller à l'alternance comme nous le souhaitons. Alors, s'il a voulu lever l'équivoque, c'est pour donner l'assurance nécessaire à tous les Béninois que vraiment cette révision est nécessaire. Et je voudrais dire à mes amis opposants, certainement, vous savez, le consensus, le chef de l'État est invité à ce que les 2 partis de la mouvance présidentielle se rapprochent des démocrates justement pour qu'il y ait consensus. Et ce consensus même est déjà constitutionnel parce que sans les 4/5e, le vote ne saurait être possible. Donc, ils ont intérêt à s'entendre pour que justement ça passe. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce n'est ni un problème dont la solution va arranger la mouvance ni l'opposition. Ça va arranger celui qui va gagner les élections en 2026. Et ça, on n'a pas une boule de cristal ici pour savoir celui qui va gagner. Réviser le code électoral sans réviser la Constitution, le système va demeurer entravé. Pensez-vous la même chose? Non, pas du tout, pas du tout. Et ça, pas plus tard qu'hier, le professeur Tokpa nous l'a dit au cours d'une émission, on n'a pas besoin d'aller... Certes, pourquoi est-ce qu'on cherche des noisettes à aller corriger? Si on veut corriger un tel, on se mettra à corriger une fois. Mais la question aujourd'hui, pendant qu'il y a suspicion, pendant qu'on pense que ce n'est pas forcément la question du 3e mandat qui est le problème que repugnent nos concitoyens. Il y a beaucoup de choses parce que aujourd'hui, les problèmes successifs, c'est peut-être de bonne foi que le certificat de conformité a été, en 2019, demandé par la Cour constitutionnelle. Mais finalement, nous avons tous vu ce que ça a donné. Il y a beaucoup de problèmes consécutifs aux décisions prises par cette majorité qui font qu'aujourd'hui, les Béninois ont peur et n'ont pas confiance en vous. C'est ça la question. Et on se dit, si on peut corriger le code électoral et aller aux élections, pourquoi ne pas le faire si simplement et après revenir au problème? C'est ça là ce qui aujourd'hui dérange. Ce n'est pas non, le nom moins pertinent des problèmes peut-être que vous soulevez. Non. Mais c'est tout ce qui peut être caché derrière et que nos concitoyens ne savent pas. C'est ça qui amène, qui nourrit la suspicion. Monsieur Tobé, je ne vous arrête pas, mais vous semblez dire que l'équipe qui est là, le régime en place n'est pas fondé à faire cette révision constitutionnelle. Pourtant, ce même régime brandit sa bonne foi. Pourquoi vous ne faites pas confiance à cette bonne foi, monsieur Tébé? C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est les problèmes du passé. Je dis, c'est peut-être de bonne foi que le certificat de conformité a été soulevé en 2019 pour aider les partis qui n'avaient pas pu encore finir leur formalisation à l'obtenir pour aller aux élections. Mais finalement, ça a été, dans la pratique, ça a été la pièce qui a exclu toute l'opposition, finalement. C'est ça la question. Et je vais un peu plus loin. Dans le projet proposé de révision que l'honorable Hassan Seibou porte, il le justifie tantôt, j'entends que nous sommes dans un régime présidentiel et qu'il est préférable que le président de la République puisse gérer avec une majorité confortable. C'est bien ce que nous avons entendu. Mais pourquoi se préoccupe-t-il de la majorité dont le prochain président de la République a besoin? Pourquoi nous nous en préoccupons aujourd'hui? Laissez les choses se faire.
Lui-même viendra chercher sa majorité quand ce sera nécessaire pour lui. Madame Dakwé, c'est comme si le chat échaudé craint l'eau froide, c'est ça? Le chat échaudé craint l'eau froide. D'aucuns disent non, le chef de l'État avait voulu faire un seul mandat et puis finalement c'est devenu 2 mandats. Dans ce cas précis, c'était constitutionnel. La Constitution lui permettait de faire 2 mandats. Mais dans le cas d'espèce, la Constitution ne lui permet pas d'aller à un 3e mandat. C'est toute la différence. Et quand j'écoute Monsieur Tébé, je constate que c'est parce que justement on a peur, c'est parce qu'on a des doutes. Et malgré la bonne foi, malgré tout ce qu'on dit, c'est comme si ils font preuve un peu, excusez-moi, ils ne veulent pas voir la réalité en face. Pourtant la réalité est là. Il a évoqué Ils ont le dit certificat. que le problème peut être réglé avec la modification du code électoral. On peut aller aux élections. Je dis bien, c'est pas possible. On peut pas aller aux élections avec le code modifié. Le développement ne se résume pas à régler les problèmes au cas par cas. C'est-à-dire, pour cette élection, on règle le problème et demain on réglera d'autres problèmes. Après demain on réglera. Et c'est pour ça que nous sommes en pleine retard. élection en 2020, on a été obligé d'aller régler un problème au Parlement. Mais justement, c'est pas le même contexte, monsieur le journaliste. Nous nous retrouvons pas Quand dans vous parlez de régler les problèmes au cas par cas, non, nous réglons les problèmes ont été réglés au cas par cas. Ici, c'était des problèmes d'ordre général. Parce que nous allons faire une première expérience d'alignement des élections. Et c'est un défi pour le Bénin. Le Bénin, en fait, en matière électorale, c'est une grande école de qui s'inspirent, en fait, les pays de la sous-région. Alors pourquoi est-ce que si nous devons régler un problème pour continuer toujours à garder cette image que les autres ont de nous, pourquoi n'allons pas le faire? Parce qu'on doute, parce qu'on a des suspicions. Je pense que c'est plutôt parce qu'on a des intérêts égoïstes et qu'on ne pense pas justement. Madame Dakwé, nous restons avec vous. Marcel Arossi l'a invoqué. Monsieur Tébé disait c'était certainement de bonne foi que le certificat de conformité de la Cour Djogbenou a été brandi. La suite, on la connaît. En pleine élection, comme Marcel l'a rappelé, on a été obligé de voir des maires désignés par le conseil communal et d'autres maires installés par les chefs de partis politiques. Entre-temps, on est retourné retoucher la loi, on a changé les règles du jeu au cours du jeu. Est-ce que tout ceci mis ensemble ne vous met pas aujourd'hui en difficulté de convaincre vos vis-à-vis? Vous savez, quand vous voulez convaincre une femme, quand vous êtes en train, je vais caricaturer la chose aussi. Allez-y. Et que cette femme est consciente de ce que, bon, il a des sentiments pour vous, elle a des sentiments pour vous, c'est clair qu'elle va accepter, qu'elle soit convaincue de ce que vous dites. Et dans le cas d'espèce, je sais que nos amis d'en face savent très bien toute la bonne foi qu'il y a autour de cette proposition. D'accord. Une révision pour raccourcir le mandat du président de la République de quelques jours, pensez-vous que c'est possible, M. Tébé? Non, moi, c'est ce que je vous ai dit tantôt, je ne prends même pas le risque d'aller opiner sur le bien fondé de la modification de certains articles de la Constitution. Le problème est un problème déjà avant ça. La suspicion qui est installée ne nous permet même plus de réfléchir sur les questions autour. Vous savez que la révision de 2019 a prolongé de 45 jours ce mandat. Et il y a certains de nos concitoyens qui n'étaient pas d'accord, qui se sont soulevés qui ont marqué leur désaccord par rapport à une telle manœuvre. Et la suite, vous connaissez. Ça a amené des gens à se retrouver aujourd'hui derrière les barreaux parce que, bon, il y a eu des excès peut-être dans leur façon de réagir. Mais voilà maintenant que moins de 5 ans après, on trouve déjà qu'il y a nécessité de revenir encore là-dessus. Tout ça, c'est tout ça, mais je vous ai dit ici, la question du 3e mandat, moi, ne me dérange pas. Ce n'est pas ça qui est mon inquiétude principale. Ça, c'est déjà réglé. Nous tous, nous sommes déjà convaincus que plus personne ne peut faire un 3e mandat au Bénin. Mais maintenant, étant donné qu'on ne sait jamais quel est le tour qui est en train d'être joué, c'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'on demande d'aller corriger le code électoral. Vous dites, ok, entendons-nous pour corriger le code. Avant même qu'on s'y mette, il y a déjà un projet de révision encore qui sort. C'est ça. La démarche a été engluée par un manque de sincérité qui fait aujourd'hui qu'il y a des doutes qui entourent cette opération. C'est ça la question. Et vous devez le reconnaître.
Vous devez aujourd'hui vous battre à convaincre vraiment de votre bonne foi. Et ça, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas les responsables politiques, c'est le peuple béninois qui est aujourd'hui suspicieux et dubitatif sur votre bonne foi à vraiment régler des problèmes. Marcel Arrossi, on aurait aimé continuer ce débat, mais on va vous laisser un dernier mot puisque le temps est parti, donc cet entretien s'en va finir. C'est le peuple béninois qui est dubitatif, comme c'est ce que vient de dire M. Tébet. Moi, je n'ai pas je n'ai pas cette même façon de voir les choses. Mais je sais que parmi nous, c'est qu'il y en a qui refusent de voir la réalité en face, justement parce qu'ils sont décidés à ne pas voir en face les enjeux du moment qui règlent en fait des problèmes de bon déroulement des élections. Et moi, je les invite vraiment à laisser tout ce qui relève un peu des intérêts personnels, égoïstes et consorts pour voir réellement le développement. Instant politique de ce lundi, mesdames, messieurs, vous l'avez constaté, un parti d'opposition et un parti de la mouvance ont croisé donc le fer pour nous donner leur lecture donc de l'actualité. Pourquoi réviser la Constitution alors que le code électoral est ce qui a été demandé de corriger par la Cour constitutionnelle? Le débat, vous l'avez suivi. Merci à vous. On va marquer une petite pause, quitte à vous retrouver juste après.